Bonjour à vous qui nous suivez sur Activist TV. Bienvenue dans votre émission Entretien avec. Aujourd'hui, nous recevons M. Moussa Sey Diallo, chargé de communication adjoint du Bureau exécutif national de l'URD. Bonjour M. Diallo. Merci, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Depuis l'avènement de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta à la magistrature suprême, l'URD a opté pour l'opposition. Alors, quel est l'état de santé de cette opposition URD actuellement? Merci Mamedi. Moi, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir mis une telle plateforme à la disposition des politiques pour qu'ils puissent mieux parler et mieux expliquer les choses à la population malienne qui aujourd'hui en a fortement besoin. Comment se porte l'opposition? Vous savez, nous sommes allés à l'opposition par choix. Depuis les premières heures, Soumaïla s'est déplacé avec toute le président Soumaïla s'est déplacé avec toute sa famille pour aller chez le président de la République pour le féliciter et lui montrer qu'il a gagné officiellement les élections. Le lendemain, nous sommes allés à l'hôtel Salam et nous avons dit que nous respectons les urnes officielles entre eux, parce que nous savions qu'il y avait eu énormément de fraude. Mais ce n'est pas là la question. Nous avons dit tout de suite que nous nous inscrivons dans l'opposition. Ce jour-là, quand il est allé chez le président de la République, qu'il a traité devant tout le monde, qu'il était son frère, il pouvait négocier une place. Non, il a accepté d'aller dans l'opposition parce qu'il sait bel et bien que ce pays a besoin d'une opposition pour équilibrer sa démocratie. Et nous qui sommes tous autour de lui, nous avons tous accepté, et ça fait 4 ans que nous sommes derrière notre président, et ça fait 4 ans que nous sommes en train de nous battre pour que les Maliens puissent entendre et puissent comprendre ce qu'une vraie gestion de l'État. Et c'est pour ça que je peux vous dire tranquillement que l'opposition se porte bien, que nous sommes très très engagés, et que nous dirons effectivement tout ce qui ira mal dans ce pays-là, parce que nous sommes là pour cela. Le rôle de l'opposition, c'est cela, c'est dénoncer et de dire tout ce qui ne marche pas. Et nous savons tous qu'il y a une grande malgouvernance aujourd'hui, et nous sommes là à dire chaque jour ce qui ne marche pas. L'opposition se porte bien. Mais nous avons appris l'absence de Tchéblé Dramé lors de votre conférence de presse avec Razbach. Qu'est-ce qui explique cela? Y avait-il un malaise au sein de l'opposition? Il n'y a pas eu de conférence nationale spécialement avec Razbach. Il y a eu une conférence de presse pour expliquer certaines choses. Et Razbach a tenu à être présent à cette conférence de presse. Voilà, il avait des choses à dire, il est venu. Et Tchéblé n'est pas venu. Peut-être que Tchéblé avait d'autres choses à dire. Tchéblé, il est dans les réunions au niveau du cabinet de l'opposition. Tchéblé n'a jamais dit à qui que ce soit officiellement qu'il ne fait pas partie de l'opposition. Et l'opposition n'a fait aucune annonce pour dire que Tchéblé ne fait pas partie de l'opposition. Il avait été concerté? Et vous savez, chaque fois qu'il y a des activités au niveau du cabinet, il y a un chargé de communication Motogo qui envoie par mail et souvent par lettre déposée par les coursiers auprès des présidents. Peut-être qu'il a reçu, il n'a pas reçu à temps, peut-être qu'il a reçu, il avait d'autres activités, peut-être c'est à Tchéblé et à Soumaïla eux-mêmes qui pourront aujourd'hui nous dire cela. Et peut-être que nous, on pourra dire s'il a envoyé ou pas les mails, si le président Tchéblé a vu les mails ou pas. Moi, je ne suis pas assez outillé aujourd'hui pour pouvoir vous dire ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le président Tchéblé, jusqu'à preuve du contraire, et moi, c'est un bon grand frère à moi, je crois qu'on est toujours ensemble. La preuve, il a dit qu'il faut une candidature unique pour l'opposition. Ça veut dire déjà qu'il est pour l'opposition. Ouais. Voilà. Alors, comment définissez-vous cette opposition pendant ces 4 ans à travers ces combats menés? Vous savez, c'est pas facile d'être dans un pays tel que le Mali à l'opposition. Parce que les Maliens n'ont pas encore compris ce statut, qui est un ancien statut qui avait été voté depuis Alpha Omar Konari. Mais il y a eu une relecture en 1994 qui a mis actuellement un cabinet de l'opposition.
qui n'est pas seulement au Mali. Hein, au Sénégal, il y a un cabinet, au Niger, il y a un cabinet, et au Burkina, il y a un cabinet. Le but principal de ce cabinet, c'est surtout pour que l'opposition puisse s'exprimer et puisse être considérée dans un rang officiel. Aujourd'hui, vous demandez comment on s'est opposé pendant 4 ans. On s'est opposé pendant 4 ans en équilibrant. Nous avons eu la chance de pousser ce pouvoir-là à faire d'abord un statut pour l'opposition. C'est la première des choses. Vous savez, faire un statut pour l'opposition, ça réconforte énormément l'espace politique. Il y a énormément de partis qui refusent d'aller à l'opposition parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour tenir. Et quand l'opposant ne peut pas payer même sa location, il ne peut pas s'opposer. Et en mettant un statut, on permet déjà à l'opposition de s'exprimer sans avoir peur. Ce qui est important dans une démocratie. Parce qu'une opposition qui n'arrive pas à s'exprimer, c'est une opposition qui n'existe pas. Et une démocratie sans opposition n'est pas une démocratie équilibrée. Donc déjà, en poussant à la relecture et à la création de ce statut, nous sommes opposés positivement. De deux, aujourd'hui, vous savez, le président de la République est majoritaire à l'Assemblée nationale, il est majoritaire au niveau des mairies, il est majoritaire au gouvernement, il est majoritaire partout. S'il n'y avait pas une opposition aujourd'hui, tout ce que vous voyez comme dénonciation, que vous voyez comme frein, que vous voyez qui sont en train d'amener le président de la République à faire énormément d'erreurs parce qu'il est venu sans programme, il est venu sans vision. Donc à chaque fois que nous dénonçons, à chaque fois que nous mettons quelque chose en exergue, et tout de suite, il s'affole et il va à l'erreur. Et pourtant, il faut qu'ils comprennent que ce pouvoir-là comprend que c'est en posant ces actes-là que l'opposition les amène à voir clairement. Et l'opposition amène ce peuple-là à comprendre qu'il y a quelque chose, un dysfonctionnement dans la gestion de l'État. Déjà, il y a énormément de Maliens qui sont en train de comprendre comment gérer déjà une nation. Ça, c'est dû beaucoup plus par rapport à toutes les pressions que l'opposition est en train de faire. En dehors de cela, sans opposition, en 4 ans, nous avons pu amener au niveau de l'Assemblée nationale à faire comprendre aux Maliens que le Premier ministre ne vient pas comme ça. Le Premier ministre, il a une politique générale qu'il faut dénoncer, dire, critiquer. Et déjà, ça met la pression sur les Premiers ministres qui préparent quelque chose, qui les amène au niveau de l'Assemblée nationale et qui s'expliquent. Au moins, ça permet aux Maliens d'entendre ce qu'ils vont faire et de permettre aux Maliens de juger quand ils quittent ce qu'ils n'ont pas pu faire. Donc déjà, en 4 ans, vous voyez un peu tout ce qui s'est passé. En dehors de cela, il y a eu les luttes au niveau, tout ce combat qui s'est fait autour de Ante Abana. Vous avez vu que l'opposition était là pour vous supporter. Pour supporter ces jeunes qui sont sortis, ces jeunes qui ont dit en ce moment qu'ils n'étaient pas d'accord qu'il y ait un tripatouillage constitutionnel. Donc c'est important, s'il n'y avait pas l'opposition pour rassembler, pour se mettre derrière et renforcer ces jeunes-là, aujourd'hui je suis sûr et certain que ça allait se faire autrement. Justement, en parlant de la plateforme Ante Abana, plusieurs associations de jeunes accusent l'URD du blocage de la plateforme Ante Abana, notamment l'acceptation de la présidence d'Ibrahima Kébé. Vous savez, Kébé c'est un bon jeune frère à moi-même. Oui. Donc, et je connais ses qualités d'homme engagé, ses qualités politiques, ses qualités d'homme convaincu. Vous savez, Ante Abana, au début, les groupements se sont retrouvés et c'était très difficile d'organiser tout ça. Donc, mais comme on avait un seul objectif à atteindre, on s'est battu pour l'avoir avec Madame Si au devant et ça a été bien fait. Et à un moment donné, on a jugé, peut-être que la majorité a jugé que Madame Si devait partir pour refaire carrément la structure de gestion dirigeante de la plateforme. Mais Madame Si, en partant, a laissé un vide. Et ce vide, il fallait tout de suite le combler.
les associations qui sont prioritaires dans Anta et Abana ont choisi Kébé pour être au devant de la scène. Les partis politiques ont trouvé qu'il fallait mettre peut-être un syndicaliste, il fallait mettre... Voilà, parce que pour nous, mettre un jeune qui n'était pas aussi outillé, ça pouvait amener au niveau de nos adversaires ou de nos interlocuteurs à dire « Ah, ils se cachent derrière pour mettre un genou devant qu'on l'abatte. » Nous, on a vu sous cet angle-là. Mais les autorités, les associations ont vu autrement. Ils ont vu non, nous ne sommes pas d'accord que les associations viennent. Mais il faut comprendre que nous sommes venus et nous avons accepté de nous mettre derrière les associations. Et si ça a réussi, c'est parce que nous étions là aussi. Maintenant, si nous proposons quelque chose, il était important que les associations nous écoutent aussi. Il y a eu, c'est vrai, il y a eu des écoutes, mais à un moment donné, chacun s'est braqué. Et je pense qu'actuellement, les gens sont en train de se parler. Et je suis sûr et certain que les gens se comprendront. Parce que Anta et Abana est un instrument utile et un instrument important. Donc vous êtes contre la présidence de Québec? Non, nous ne sommes pas contre la présidence de Québec. Nous ne sommes pas contre. Nous avons présenté des inquiétudes. Et c'est normal. Mais qui ne sont pas vraiment vérifiées. Ce n'est pas vérifié par rapport quand on se met du côté des associations. Mais nous, on a des inquiétudes réelles que nous avons posées. Peut-être maintenant, avec les pourparlers qui sont en train de se faire, peut-être qu'on va se retrouver. Il n'y a pas lieu de dire qu'il y a un conflit réel. Il y a juste une petite incompréhension et les gens vont se retrouver et le combat va se faire. Et puis, il ne faut pas que vous mettez ça sur le compte de l'URD. L'URD a énormément fait dans ce combat de Anta et Abana. Ceux qui étaient au cœur de Anta et Abana savent que le président Soumaïla s'est investi énormément pour que cette chose-là se fasse. Si les gens se regardent en face, si les gens veulent dire réellement les choses, ils sauront que le président Soumaïla s'est engagé énormément pour que cette chose-là soit vraiment une réalité et que soit vraiment renforcée. Et en plus de cela, il est resté à l'écart. Il est resté à l'écart et il est toujours encore à l'écart. C'est vrai, il y a des jeunes de l'URD qui sont là-dedans, c'est normal. Parce que les jeunes de l'URD ne peuvent pas ne pas être des jeunes du Mali. Mais seulement, on a une organisation qui est bien posée et qui a des exigences. Peut-être que tout le monde ne comprend pas, mais si on se parle, d'ailleurs nous sommes en train de nous parler, je ne sais pas si vous êtes au courant, moi je sais qu'on est en train beaucoup de nous parler et je suis sûr et certain que nous allons nous entendre parce que cet instrument-là, nous en avons besoin pour que l'alternance se fasse. D'accord. En ce moment, beaucoup de partis politiques, beaucoup d'associations parlent d'alternance. Pour vous, c'est quoi l'alternance? L'alternance, en un mot, c'est le changement. Mais maintenant... Mais quand je dis vous, je parle de l'opposition. L'alternance, c'est le changement. Oui. En général, c'est le changement. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait l'alternance parce qu'il y a une mauvaise gestion, il y a une malgouvernance que personne ne peut occulter. Qu'on le dise ou non, ce pouvoir a échoué. Le président Ibeka a échoué. Il a échoué par son manque de vision, il a échoué par son absence totale de bonne gestion, il a échoué par ses choix des hommes, il a échoué, mais vraiment l'échec est totalement ouvert et clairement aux yeux de tout le monde. Donc nous ne pouvons pas accepter qu'un tel régime revienne encore pour diriger un tel pays qui est carrément à terre. Donc pour nous, il faut changer avec des hommes valables, avec des hommes qui ont une certaine vision, avec des hommes qui vont proposer et qui vont essayer de mettre en exergue et en exécution ce qu'ils proposent aux Maliens. Voilà un peu ce que nous voyons par alternance. C'est-à-dire que nous enlever de cette mauvaise gouvernance et amener une équipe valable. Changer uniquement d'hommes. Changer de vision. De vision. Changer surtout de vision. Changer de manière de gérer ce pays. Prendre conscience que ce pays est carrément à terre, qu'il faut... Ce pays n'est pas à développer aujourd'hui. Nous ne pourrons pas parler de développement aujourd'hui parce que nous n'avons pas de pays. Le pays est carrément à terre. Il faut d'abord relever ce pays-là, le mettre sur les starting blocks, puis commencer à chercher un développement. Nous sommes carrément à terre.
Donc aujourd'hui, il faut carrément changer ce pouvoir qui est là pour amener un pouvoir qui a une vision. Et je crois que c'est cela l'alternance. Et ce pouvoir, c'est vous? Ça peut être nous. L'IRD. Pourquoi ça ne sera pas nous? Nous sommes en train de travailler pour cela. Nous avons un parti qui a une vision. Nous avons un parti qui a proposé un programme. Nous avons un parti qui a une équipe bien outillée et bien cohérente. Mais la jeunesse demande une autre alternance, c'est-à-dire rompre avec l'ancien système, ceux qui sont là depuis 91. C'est-à-dire... Ça, c'est... ça... Voilà, donc... Ouais, je crois que vous êtes en train de me dire que la jeunesse veut que les anciens quittent et que les jeunes viennent. Bien évidemment. Je vais vous répondre en vous disant que le Mali n'a jamais été dirigé, si ce n'est pas avec Ibeka, par les vieux, par un vieux. Le Mali a toujours été dirigé par des jeunes. Modibo Keïta, quand il venait au pouvoir, il avait 45 ans. Il avait 45 ans, les jeunes. Voilà. Il avait 45 ans. Et il était entouré par une équipe qui avait une moyenne d'âge de 35 ans. Moussa Traoré est venu à 32 ans. Moyenne d'âge 28 ans, 29 ans. Alpha Omar est venu, ATT est venu la première fois à 42 ans. Moyenne d'âge 35-39 ans. Alpha Omar est venu à 46 ans. Moyenne d'âge 35-39 ans. Donc vous voyez que le Mali a toujours été dirigé par les jeunes. Donc faire du nouveau, ce n'est pas faire partir les vieux et amener les jeunes. Non. C'est savoir trouver une harmonie qui va former une équipe d'anciens expérimentés, de jeunes dynamiques, visionnaires et qui va amener le vrai changement. Vous savez, une équipe constituée que de jeunes est une équipe qui a beaucoup d'ego. Et les jeunes vont dire, lui, il est au devant parce qu'on a voulu. Moi, je peux être devant. C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Le Mali n'est pas un pays stable, n'est pas un pays aujourd'hui qui a une bonne gouvernance qu'il faut juste prendre et développer. Un président stagiaire va avoir énormément de problèmes aujourd'hui. Le Mali est un pays carrément à terre, est un pays cassé au nord, qui est en train de s'effriter au centre, qui est carrément brisé par la division de ces institutions. Et aujourd'hui, quand on va au sein de l'armée, il y a énormément de divisions. Quand on voit les religieux, il y a énormément de divisions entre eux. Quand on voit les ethnies, dans certaines zones, il y a énormément de divisions. Vous croyez qu'un jeune inexpérimenté peut prendre un groupe d'hommes et venir diriger un pays comme ça? Aujourd'hui, il nous faut... Moi, je ne suis pas d'accord que les anciens continuent à gérer. Mais je ne suis pas d'accord que les jeunes pensent qu'ils peuvent être seuls à diriger aussi. Aujourd'hui, il nous faut trouver un groupe harmonisé. Il nous faut trouver des anciens qui connaissent le pays, qui connaissent le fonctionnement du pays, qui connaissent la sociologie du pays, qui savent comment il faut à l'extérieur discuter avec les gens, qui savent comment il faut contrôler les ardeurs et comment faire avancer un pays. Nous devons être aujourd'hui des responsables, nous jeunes, nous devons être aujourd'hui des responsables pour ne pas seulement écouter nos égos et nos cœurs. Nous devons aujourd'hui regarder la raison. Parce que nous courons tous aujourd'hui derrière un pays qui n'est pas. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons carrément l'anéantir. Et aujourd'hui, ce n'est pas une question de génération, c'est une question d'hommes, de vision, et une question d'engagement, de jeunes et d'anciens. Vous savez, ces anciens-là, ils ont énormément... Il y en a qui ont fauté, il y en a qui n'ont pas fauté, mais ils ont de l'expérience. Ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui sont dans le milieu politique aujourd'hui, ces cadres qui sont là aujourd'hui, il leur manque énormément aussi de choses. C'est ensemble que le travail pourra se faire. On a vu en Afrique du Sud, Mandela a fait un mandat pour coller les problèmes et amener une bonne solution. On a besoin de gérer aujourd'hui comme ça. Moi, je pense que ce n'est pas une question de génération,
si tous nos problèmes qui sont là aujourd'hui, à ces problèmes-là, nous ajoutons aussi un problème de génération, je vous assure que nous ne nous en sortirons pas. Dépassons cela. D'accord. Parlons de la situation sécuritaire. Après la signature de l'accord de paix, le constat reste amer pour l'apaisement du climat sécuritaire, notamment avec l'amplification des tensions au centre. Quelle approche faites-vous de la sécurité au Mali en général? Vous savez, depuis les campagnes 2013 présidentielles, nous avions dit qu'il fallait faire attention, qu'il fallait regarder les candidats, qu'il fallait parler et laisser parler les candidats, qu'il fallait mettre en face à face les candidats pour qu'on sache celui qui va proposer la meilleure solution. Moi, je me rappelle, j'ai fait un débat le dernier jour des élections, j'ai fait un débat avec l'ancien ministre Bathily, qui vient de quitter. On a fait un débat sur l'ORTM. Ce jour-là, il m'a dit qu'ils vont finir avec la rébellion au nord, qu'ils vont ramener Kidal, parce qu'ils vont ramener les Maliens dans leur dignité. Je dis, effectivement, c'est ce que nous cherchons tous, mais vous ne nous avez pas proposé, vous ne nous avez pas proposé un plan économique. Tant que vous n'aurez pas un plan économique, vous ne pourrez pas sauver le Mali. Parce qu'une armée, la première des choses, c'est l'armée pour que le Mali soit sécurisé. Et pour que l'armée soit armée, il faut que l'économie puisse tenir cette armée. Parce qu'une armée, c'est des soldats qui doivent manger. C'est des tenues qu'il faut acheter. C'est des chaussures. C'est des logistiques. C'est des voitures avec carburant. C'est des entraînements. C'est des balles blanches. Parce qu'un militaire, il doit savoir, il doit pouvoir entendre le bruit des balles sans avoir peur. Et ça, c'est avec les entraînements, c'est dans les entraînements avec les balles blanches qu'il faut acheter. C'est beaucoup de fonds. Et il fallait un plan économique pour le Mali. Et dans ce plan économique, amener le budget qui va financer aujourd'hui notre armée. Quand je lui ai dit ça, il n'était pas d'accord. Mais eux-mêmes, quand ils sont venus au pouvoir, ils se sont toujours, tout de suite accourus pour faire un plan à des milliers de milliards de francs pour essayer d'aider l'armée. Mais nous savons où vont tous les contrats signés au nom de l'armée. Nous savons que ça ne rentre pas à 100% dans l'armée, je dirais même pas à 90%, ça va ailleurs, quoi. Donc, moi je me dis, le problème sécuritaire au Mali est d'abord un problème de logistique, de gestion. Parce qu'il nous faut une bonne économie pour avoir une bonne armée. Maintenant, avec une bonne armée, nous pouvons sécuriser le pays qui aujourd'hui s'est carrément effrité. Quand on regarde aujourd'hui au nord, nous savons que l'État n'est pas au nord. À quelques kilomètres de Tombouctou, à quelques kilomètres de Gao, il n'y a plus de sécurité. Il y a des bandits armés qui profitent de la situation. À Kidal, n'en parlons pas. Aujourd'hui, Kidal n'est pas le Mali. Est-ce que l'État n'est-il pas pris en otage par la communauté internationale? Moi, je me dis que l'État ne peut pas être pris en otage par la communauté internationale si nous avons des hommes valables. Je vais vous dire une chose. Quand l'Éthiopie a été envahie par les Italiens pour chercher à la coloniser, l'empereur de l'époque, Haïlé Sélassié, c'est par la diplomatie qu'il a récupéré son pays. C'est par la diplomatie. Donc aujourd'hui, nous, on ne sent même pas la diplomatie malienne. Notre président est en train de faire des voyages sur des voyages, mais on ne sent même pas notre diplomatie. Et c'est notre diplomatie, la force de notre diplomatie, qui va non seulement nous maintenir dans nos droits, qui va nous amener là. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire une chose. Il y a actuellement des éléments de la CEMA à Washington aujourd'hui où je vous parle. Effectivement. Alors, il y a 2-3 jours, ils étaient à New York, aux Nations Unies. Et c'est une ONG américaine qui les a amenés là-bas. Qui les a amenés là-bas. Donc, comment vous pouvez comprendre que des groupuscules, des rebelles, puissent aujourd'hui noyauter, faire du networking jusqu'à pouvoir se retrouver à Washington pour parler au Pentagone au nom
de la sécurité dans notre pays? Où sont nos autorités? Ça, ce n'est pas parce qu'ils sont contre nous, c'est parce que nous ne savons pas nous aider. Parce que nos diplomates ne sont pas en train de faire leur travail. Parce que nous n'avons pas de vision diplomatique. C'est cela qui nous manque. C'est une vision qui nous manque. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas le décrier. Il faut que ce pouvoir-là, moi je crois que les Maliens ont déjà compris. Il leur reste quelques mois, et dans quelques mois, les Maliens prendront leurs décisions pour les faire partir, pour que nous puissions reprendre les choses, hein, que des conscients, des personnes consciencieuses réellement du problème se regroupent pour pouvoir prendre ce pays-là. Mais si vous avez... Je parle de la sécurité. La sécurité du Mali, le nord, j'ai parlé. Le centre aujourd'hui, de Mopti, vous traversez seulement le fleuve. C'est fini, vous n'êtes plus sous le droit malien, vous êtes sous le droit djihadiste. Il faut essayer aujourd'hui de quitter Djéné, Dja, Ténékou, jusqu'à derrière Ténékou, jusqu'à Youalou. Vous allez voir, il n'y a presque pas l'État. Moi, je dirais qu'il n'y a même pas l'État. Les écoles sont fermées. Aujourd'hui, il y a des djihadistes qui viennent trouver des gens dans leur village. Ils leur disent, nous ne voulons plus que vous soyez ici, quittez. Ils les chassent de leur village. Des villages qui sont occupés, ça fait des années et des années. Vous croyez que nous sommes dans un pays? En sachant que le nord du Mali commence à cailler. Le nord du Mali commence à cailler. Donc, aujourd'hui, Caille, vous descendez jusque vers Koulikoro et toutes ces zones-là. Ça frôle, le nord frôle tout ça. Et aujourd'hui, à l'intérieur de Bamako, il y a quelle sécurité? Nous n'arrivons même pas à sécuriser encore les hommes qui doivent nous sécuriser. Parce que la première des choses, c'est cela. Il faut sécuriser d'abord ceux qui nous sécurisent. Si ceux qui nous sécurisent sont grandement en manque d'outils de travail, de formation, et comment on va être sécurisé? Aujourd'hui, regarde comment les nuits et les trucs, quand nous tournons, regarde comment les voitures, quand on fouille les voitures, comment nos policiers sont exposés. Quelqu'un qui a une bombe dans un véhicule, mais tout de suite, il va l'exploser et tous nos militaires partent. C'est là que ça doit commencer. La sécurité d'abord de ceux qui nous sécurisent. La prise de conscience, une vision, savoir ce que nous devons faire. Savoir quand est-ce que la diplomatie doit appuyer les politiques et quand est-ce que les politiques doivent amener les militaires à avoir de bonnes pensées, à avoir de bonnes stratégies pour sauver ce pays-là. Nous n'avons pas commencé encore à sécuriser ce pays. Nous sommes en train d'assister l'effritement du pays. Ça, je vous dis. Proposition concrète. La proposition concrète. La première des choses, il faut d'abord que les services de renseignement de ce pays-là maîtrisent ce pays. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui, la France est peut-être taxée d'être contre nous, moi, je dis par exemple, c'est parce que nous ne maîtrisons pas notre pays. Quand la France a fait partir les djihadistes Gao de Toronto, à Kidal, ils n'ont pas laissé l'armée malienne entrer. C'est parce qu'ils ont travaillé avec la CIMA pour que dans le grand désert, ils puissent faire partir. Parce qu'ils pensaient que ce sont ces hommes de la CIMA qui avaient l'information. Si les services de renseignement du Mali aujourd'hui maîtrisent carrément l'information, si groupe par groupe, parmi les commerçants, qu'on sache ce qui se passe réellement, qui fait rentrer les armes, qui ne fait pas rentrer les armes, qui fait rentrer quoi? Si aujourd'hui, au sein de l'école malienne, il y a les services secrets ont l'œil et lui, et qu'ils voient et qu'ils entendent tout ce qui se passe à l'intérieur de l'AIM. Vous savez que dans une position de crise où nous nous retrouvons aujourd'hui, il va y avoir tous ces problèmes-là au niveau de l'AIM. Si aujourd'hui, dans nos villages les plus... dans les confins du Mali, et qu'on a l'œil, et que le service secret entend ce qui s'y passe, vous croyez que les Français ne vont pas passer par nous? Vous pensez que les Américains ne vont pas passer par nous? Nous devons d'abord maîtriser l'information chez nous. Nous devons d'abord maîtriser ce qui se passe chez nous, connaître ce qui se passe, qu'on sache que nous maîtrisons notre pays, que nous connaissons ce qui se passe dans notre pays. Personne, nous sommes de ce pays-là. Nous devons être ceux qui maîtrisent le mieux ce pays-là.
tant que nous ne maîtriserons pas l'information, je vous assure que rien ne se fera. Maîtrisons d'abord l'information. Si nous maîtrisons l'information, tous ceux qui viendront ici vont tout de suite venir nous voir pour avoir la meilleure information. Ça, c'est la formation. Aujourd'hui, il y a les Américains qui forment certains de nos militaires. Il y a les Danois, il y a les Espagnols, il y a tout le monde qui forme tout le monde ici aujourd'hui. Moi, ce que je veux dire, je ne suis pas contre qu'on vienne nous former. Mais aujourd'hui, seule l'armée malienne, les officiers de l'armée malienne doivent former les soldats maliens. Mais les officiers maliens peuvent être formés par d'autres personnes. Je vous assure, quand vous prenez par exemple les Américains, ils peuvent aller dans un combat ou pour prendre des otages. Eux, ils vont dire, l'essentiel c'est prendre nos otages et les amener à bon port. Nous pouvons perdre des hommes. Mais les Français vont vous dire, amenez nos otages, mais ne perdez personne. Il y a déjà deux mentalités. Même les armes que les Américains utilisent et les armes que les Français utilisent ne sont pas les mêmes. Et ce sont ces deux-là, et d'autres encore, qui forment nous, nos soldats. Et nos soldats, nous les mettons ensemble pour qu'ils aillent défendre le pays. Ils n'ont même pas les mêmes principes de combat. C'est pour ça que j'ai dit, c'est à nos officiers, c'est nos officiers qui doivent être formés, qui doivent avoir ces transferts de connaissances. Maintenant, eux, ils doivent avoir une plateforme où ils vont faire leurs rapports, où on va voir et comment combiner toutes ces informations, toutes ces connaissances acquises. Et maintenant, c'est à eux de trouver un module pour former nos soldats. Voilà ce que nous pensons. C'est à nous de maîtriser d'abord notre formation. Et cela nous permettra de même maîtriser notre formation et de le mettre à l'abri. Aujourd'hui, on connaît mieux, certains connaissent mieux l'armée malienne que nos officiers eux-mêmes. Donc prenons en main notre armée. Prenons en main nos services de renseignement. Je vous assure que nous prendrons en main tout de suite notre pays. D'accord. L'État n'est pas à Kidal. L'État ne maîtrise pas Kidal. Hier, les jeunes du mouvement On a tout compris ont marché pour demander l'impartialité de la France à Kidal. Est-ce que vous, en tant que parti de l'opposition, l'URD, vous serez prêt à accompagner ces jeunes-là? Moi, je comprends ces jeunes-là. Mais est-ce que vous serez prêt? Non, je comprends ces jeunes-là. Je comprends très bien ces jeunes-là. C'est des Maliens, ils sont frustrés. C'est des Maliens, ils ont une dignité. C'est des Maliens, ils ont de l'honneur. N'oubliez pas que nous sommes issus de grands empires, hein, de créateurs de grands empires. Donc aujourd'hui, de fondateurs de grands royaumes aussi. Donc un Malien ne peut pas voir un pan de son territoire entre les mains, hein, d'autres personnes et ne pas s'offusquer. C'est normal. Et moi, je les comprends. Et quand ils marchent pour contester, je comprends cela aussi. Mais moi, je me dis que tout ça, c'est la faute à l'État qui n'informe pas assez, qui n'implique pas assez, qui ne travaille pas assez. C'est cela qui aujourd'hui fait peur. Ces jeunes-là, ils ne savent pas réellement ce qui se passe. Ils ne savent pas réellement ce qui se passe. C'est ça le gros problème. Et l'État ne sait pas, moi je pense, ne sait pas réellement ce qui se passe. Donc c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les détails. Kidal ne fait pas partie du territoire malien ou Kidal n'est pas géré par l'administration malienne. Mais laisse Kidal, le centre n'est pas géré. Laisse le centre. À Yelimane, tout près à Konsiga, on est en train de chasser carrément un conseil communal parce que l'État ne fait pas son travail. Parce que l'État n'a pas d'autorité. C'est ce gros problème qui est posé. Aujourd'hui, ces jeunes, moi je les comprends, ils vont se mettre devant l'ambassade de France. Ils vont crier, ils vont dire tout ce qu'il faut. Mais si cet État-là ne propose pas de vision, on ira où? On ira nulle part. Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est marcher, se mettre, crier et mettre sur Facebook que les gens voient. Mais après, il y a quoi? Regardons les problèmes en face. Et le problème que nous avons, le principal que nous avons, c'est ce pouvoir qui nous gère aujourd'hui, qui n'a pas les capacités, qui ne sait pas donner les moyens, qui n'a pas les hommes, qui n'a pas la vision. Et on est en train de perdre notre pays. La première des choses que les jeunes doivent comprendre aujourd'hui, c'est de
se réunir, de trouver une vision, de trouver un moyen, un bon instrument pour chasser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il faut les chasser pour qu'on puisse récupérer notre pays. Je vous assure, si nous ne les chassons pas, nous risquons d'avoir ce qui est arrivé en Somalie. Et aujourd'hui, en Somalie, après 25 ans, ils ont compris qu'ils ne sont pas le centre du monde. Et ils sont en train d'élire leur président à l'aéroport. C'est à l'aéroport que le président somalien a été élu. On est ministre aujourd'hui en Somalie, on ne peut même pas se promener. On ne peut même pas quitter un point à un point sans qu'on ne soit protégé par des hordes de militaires. Vous croyez que ça c'est un pays? Et c'est ce qui nous guette. Moi, ce que je veux que les jeunes comprennent, ce n'est pas être supporté par l'URD ou supporté par Parina ou supporté par telle ou telle autre personne. Non, c'est de comprendre quel est le problème qui aujourd'hui est posé. En comprenant ce problème, chercher la bonne solution. Je pense que c'est ce qui est important. Mais avec l'instabilité et la tension au Mali, pensez-vous, même après le discours du président Ibeka pour la tenue des élections, est-ce que vous y croyez? Si nous ne faisons pas ces élections, je vous assure que nous irons à l'aventure. Non, je vais vous dire, hein, c'est le Mali, c'est pas les Maliens. Actuellement, c'est les Maliens qui vont à l'aventure. Mais c'est le Mali même qui ira à l'aventure. Je vous assure. Comment? Mais regardez aujourd'hui, si ces élections-là ne se fassent pas, nous nous retrouverons dans un vide juridique. Qui va diriger? Comment trouver la personne qui va diriger? Non. Qui va diriger? Comment trouver la personne qui va diriger? Si on arrive à les trouver, ils vont diriger pendant combien de temps? Et pendant ce temps, ils vont faire quoi? Et comment ils vont déterminer ceux qui viendront après? Nous avons fait sous ATT une phase transitoire. Sous les Sanogo, nous avons fait une phase transitoire. Et nous nous retrouvons à parler encore d'une phase transitoire. Si nous ne faisons pas attention, nous serons perpétuellement en transition. Aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent que sans ces élections, le Mali va directement au-devant des problèmes que personne ne maîtrise. L'État a-t-il la capacité de L'État a eu 4 ans pour préparer. L'État doit les organiser. Si jusqu'à présent l'État n'arrive pas à nous montrer qu'il est en train de chercher à les organiser, il est temps que les Maliens se regroupent. Que les Maliens se regroupent et que les Maliens forcent l'État à le faire. Il en va non seulement de notre crédibilité, mais de notre survie. Mais que fait l'URD? L'URD, chaque jour, est en train de pousser cet État à aller aux élections. Vous avez fait la proposition? L'URD dit, je suis en train de vous dire d'abord les conséquences si nous ne partons pas. Ouais. Et nous venons de faire notre conférence nationale où nous avons dit à tout le monde de faire des conférences nationales, de se réunir pour que ça se fasse. Pour que ces élections... Parce que nous sommes déjà en ordre de bataille pour les élections. Nous ne n'entendons pas. Et nous, aujourd'hui, le président Soumaïla a rencontré et est en train encore de rencontrer tous ceux qui peuvent, que ce soit sur le plan national ou sur le plan international, est en train de rencontrer tout le monde aujourd'hui pour leur dire les conséquences que nous pouvons avoir si nous ne partons pas, si nous ne faisons pas ces élections. Je vous assure, il est en train de voir tout le monde. Il est en train de voir les chefs coutumiers. On a fait un programme, il va voir tous les chefs religieux, il va voir tous les leaders d'opinion, il va aller à l'extérieur voir tous ceux qui peuvent, de près ou de loin, amener le Mali à faire ces élections-là pour qu'on n'aille pas dans un vide juridique. Nous, on est en train de travailler pour cela et nous allons travailler dans ce sens-là. Et nous faisons l'appel, c'est pour ça que je le dis ici clairement, il faut que tout le monde comprend que sans ces élections, nous irons à l'aventure. Ce n'est pas les Maliens qui iront à l'aventure, c'est le Mali qui ira à l'aventure. Vous l'avez dit au début, vous êtes du même avis que Tchébien Dramé pour une candidature unique de l'opposition.
Mais est-ce que qu'est-ce que l'opposition fait comme action concrètement pour traduire cela en réalité? Ce que je veux vous dire, déjà les gens sont en train de prendre conscience que le groupe ne peut pas prendre le pouvoir. Djeblé l'a dit en off. En in, beaucoup de gens disent. C'est déjà une prise de conscience. Et c'est déjà une prise de conscience à voix haute que Djeblé a fait. Et tout le monde est d'accord qu'il faut que nous nous réunissons. Et je suis sûr et certain que nous allons nous réunir. Et rien que pour pousser d'abord ce gouvernement, ce régime-là à organiser des élections, à préparer tout ce qu'il faut pour les élections. Mais il faut aussi que chacun comprenne qu'il faut des critères. Parce qu'il va y avoir un problème de leadership. Mais nous sommes en train de voir les Togolais aujourd'hui. Ils ont accepté de se mettre derrière le chef de file de l'opposition pour que la chose puisse se faire. On n'est pas chef de file parce qu'on est beau. On n'est pas chef de file parce qu'on est riche. On n'est pas chef de file de l'opposition parce qu'on est grand. On est chef de file de l'opposition parce qu'on a posé des actes. Parce que les Maliens nous ont fait confiance quelque part. Si aujourd'hui nous sommes chefs de file de l'opposition, c'est parce que quand on va à l'opposition, nous sommes ceux qui ont le plus grand nombre d'abord de parlementaires. Ça veut dire quoi? Si nous avons le plus grand nombre de parlementaires, ça veut dire que nous sommes mieux outillés parce que nous sommes mieux installés sur l'étendue du territoire national. Ce qui est important. Maintenant, les autres, ils ont de la valeur. Ils ont énormément de valeur. Parce que nous avons compris qu'avec tout ce que nous avons, seuls, nous ne pouvons rien faire. Eux, ils sont en train de comprendre que eux aussi, avec tout ce qu'ils ont, ils ne peuvent seuls rien faire. Si nous avons tous compris cela, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire comme nous Togo? Je ne vois pas. Mais comme tous ces chefs-là se rencontrent, ils se voient, ils s'appellent, et déjà, Djeblé, le président Djeblé est un ténor parmi eux. S'il a dit ouvertement, ce que je suis sûr et certain qu'il est à la manœuvre. Et je sais que c'est quelqu'un de très efficace. Il saura quoi faire pour réunir tout ce beau monde autour des critères pour que ce pays soit sauvé. Nous ne le faisons pas, nous ne devons pas penser le faire pour soi. Nous devons penser le faire pour sauver ce pays, pour que nos enfants, nos frères puissent avoir un avenir et pour que ce pays puisse être tranquille. Et que les voisins de ce pays puissent dormir tranquillement. Parce que nos voisins ne dorment pas aussi. Nous sommes au cœur du Sahel. Et quand ça va chauffer ici, ça chauffera dans beaucoup de pays. Et c'est tout ça qui va rentrer en compte dans ces élections qui viendront. La géostratégie aura énormément d'impact sur nos élections. Parce que tout le monde nous regarde et ils savent tous que c'est important que le Mali soit tranquille. Nous sommes au beau milieu de ce pays et si ça explose ici, il y aura une grande explosion. Alors, que pensez-vous du nouveau gouvernement qui est, après tout, le 7e en 4 ans? Que pensez-vous de ce gouvernement? Je commencerai par dire un passage d'un discours que le président Soumaïla a fait hier. Il a dit que la différence des gouvernements en 4 ans de ce président est qu'il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Il y a un manque de vision. C'est un attelage depuis le premier gouvernement, nous l'avions dit, que c'est un attelage qui ne peut pas tenir. Que aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas par hasard qu'on prend le pouvoir et ce n'est pas par hasard qu'on gère le pouvoir. Le pouvoir se prépare en amont. Depuis avant qu'on prenne le pouvoir, on doit connaître ces hommes, on doit travailler avec ces hommes, on doit savoir l'importance, on doit savoir l'intégrité, on doit savoir les possibilités des hommes qui sont autour de nous. Et quand on arrive au pouvoir, on sait qui peut faire quoi, qui peut avancer dans quoi, qui peut faire avancer le pays aussi dans quoi. C'est cela qui manque. En fait, on est en train de subir les conséquences
de la mauvaise organisation et d'un grand manque de préparation d'un monsieur qui a pris le pouvoir par des tournures malencontreuses pour ce pays, malheureusement pour nous. Moi je pense que rien ne changera. Au contraire, ce nouveau Premier ministre va amener plus de problèmes. Il a déjà commencé à gazer. Effectivement. Il a déjà commencé à bastonner. Il va essayer de maîtriser certaines personnes dans l'armée. Et il y a d'autres militaires qui ne le suivront pas. Il va essayer d'avoir la même mise sur les services secrets qui ne sont pas aujourd'hui avec lui. On sait, avec tout ce qui se passe. Et il va essayer de faire peur pour montrer à son patron que lui n'est pas n'importe qui. On est à l'approche des élections, il va menacer. On a vu ce qui s'est passé à Africable. Et en moins de 2 semaines, il est en train déjà de montrer ses muscles, de montrer ce qu'il pense. Et je suis sûr et certain que ça va péter. Et moi, c'est tout ce que je pense qu'il faut éviter. C'est pour ça que depuis maintenant, regroupons-nous, mobilisons-nous. On a déjà pu faire avec Interpendant, faire sortir 1 million de personnes. Faisons sortir Bamako qui fait 2 millions de personnes. Et ce pouvoir-là partira. Et tant que ce pouvoir-là reste, le Mali ne pourra pas partir. Le Mali restera. Et prions pour que le Mali ne reste pas dans le fumier. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cet entretien. Un dernier mot? Un dernier mot. Moi, je voudrais que la jeunesse comprenne que ce pays n'a pas besoin d'un conflit générationnel. Non. Je voudrais que ce peuple comprenne que avec ce régime, ça ne pourra pas marcher. Et je voudrais que cette nation sache que seul le travail, le mérite, peut faire avancer un pays. Et que seule l'union, le rassemblement, peut sauver une nation. Et c'est pour cela que j'exhorte et je demande à tout le peuple malien de cesser de se regarder en chien de faïence, de se dire que ça ne va pas et de se rassembler et de sauver notre pays. L'heure est grave, nous devons le savoir. Mais nous sommes tous en train de faire comme si tout va bien, comme si nous sommes dans un pays normal. C'est ce que ce régime-là est en train de montrer. Mais nous ne sommes pas dans un pays normal. Nous sommes dans un pays qui s'abîme, qui est devant un précipice. Et nous devons sauver ce pays, ce Mali, qui nous a été légué et qui est notre héritage commun. Et nous devons être fiers devant nos enfants pour leur dire nous avons pris de responsabilités et que ce pays-là n'est pas tombé quand nous étions là. Aujourd'hui, quand nous regardons les Souriata, nous sommes fiers qu'ils soient nos ancêtres. Aujourd'hui, il va falloir que nous nous battons pour que ceux qui viendront après nous puissent être fiers de nous. Merci. Nous vous remercions. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'entretien du jour et à très bientôt. Prenez soin de vous et que Dieu bénisse le Mali.